Moi, ça me fait plaisir en tous les cas d'animer ce webinaire. Partir travailler c'est le deuxième. On l'a fait pour San Francisco. Et aujourd'hui, c'est vraiment dans l'objectif vraiment de se focaliser sur partir travailler à Montréal. Alors en fait, ce webinaire, on l'a créé notamment dans le cadre de l'offre carrière qui est proposée depuis maintenant un an à Centrale pour accompagner professionnellement finalement nos diplômés et on va dire leur écosystème. Donc, ces webinaires, c'est vraiment aussi dans l'objectif de supporter la dimension internationale. On a à peu près 35% de nos diplômés qui vont travailler à l'international, avec un beau classement aussi de l'école à l'international. Donc, voilà. Moi, rapidement, donc je suis coach carrière. C'est moi qui suis en charge du développement de l'offre Check Your Career, qui fait vivre finalement du coaching et puis de la formation, donc qui est accessible à distance à Nantes, un peu aussi à Paris. Voilà. Et puis, au-delà de cet élément-là de coaching, moi, j'ai vécu pendant 9 ans à Montréal. Donc, je fais aussi partie. En tous les cas, j'aurai la possibilité de vous offrir aussi mes conseils à ce niveau-là. J'ai fait énormément de coaching aussi, justement, de personnes qui voulaient arriver ou qui voulaient venir travailler à Montréal, parce qu'il y a aussi des normes, des usages, des brandings un peu différents pour se démarquer lorsqu'on arrive à Montréal. Et puis, j'ai travaillé notamment pendant 5 ans, 7 ans à Montréal dans des institutions bancaires et assurances. Alors aujourd'hui, en fait, ce webinaire, il est co-animé par 3 diplômés. L'objectif, c'est qu'ils puissent vraiment vous partager leur vécu. Ce sont des diplômés qui vivent maintenant à Montréal depuis une ou plusieurs années. Donc, on a des diplômés vraiment qui ont des parcours de vie professionnelle différents. Donc, ça va permettre aussi de nourrir les projets différents des uns et des autres, de nos participants. Donc, on va avoir cette richesse-là, en tous les cas, aujourd'hui, à vous proposer comme partage de vécu. Alors, l'objectif, ça va vraiment aussi pour vous, qui est peut-être pour volonté de partir travailler à Montréal, de répondre à certains questionnements que vous pouvez avoir, comme finalement comment on s'y prend pour trouver un emploi à Montréal. C'est quoi vraiment les différences interculturelles, managériales entre travailler finalement dans une structure canadienne, québécoise, ou française ou américaine, puisqu'on a aussi, Guillaume notamment, a travaillé dans d'autres pays. Et puis, revenir aussi sur des éléments plus concrets. Choisir de vivre à Montréal, ça a des avantages et aussi des inconvénients. Donc, l'objectif, c'est vraiment aussi qu'on puisse vous transmettre ces éléments-là pour que vous puissiez aussi mener ce projet en tout état de cause et de conscience. Voilà. Alors, je vais proposer maintenant à Guillaume, Stanislas et Emmanuel de se présenter rapidement. Donc, vous expliquer finalement de quelle promo traditionnellement, puisque ça fait partie de la tradition de dire de quelle promo centralienne vous êtes. Depuis combien de temps vous vivez à Montréal, vous y faites quoi? Et puis après, on pourra partir plus sur les éléments concrets. Voilà. Qui commence? Emmanuel, peut-être. Ok. Donc moi, je suis de la promo 2004 et j'ai ensuite, suite à mon diplôme, j'ai fait un master spécialisé à l'ESSEC en 2005 en stratégie et en finance. Et suite à ça, j'ai travaillé dans le conseil à Paris, dans une boîte qui s'appelle Rowe Consulting. Et après 6 ans, je suis parti à Montréal en 2012. Donc, je suis parti en 2012. J'ai commencé dans le conseil à Montréal quand je suis arrivé. Donc, j'ai travaillé d'abord chez Deloitte, dans la continuité un peu de ce que je faisais à Paris. Et au bout de 2 ans, de fil en aiguille, j'ai été embauché en interne chez BNP Paribas. D'abord dans une structure de conseil interne, donc un petit peu dans l'évolution naturelle de ce que je faisais aussi. C'était plus du conseil, mais dans une équipe intégrée finalement, pas de consultants, d'employés permanents. Et j'ai été embauché par un client en interne en fait. Donc j'avais fait des missions pour la fonction finance de la banque. Et j'ai finalement évolué au sein de la banque dans la fonction finance. Et aujourd'hui, je travaille pour
le directeur financier des Amériques. Donc, quand on dit des Amériques, c'est Amérique du Nord et Amérique du Sud, sur tous les projets, sur la gestion du programme des projets pour finance. Donc, tout ce qui a trait à la transformation digitale, par exemple, de la fonction finance et l'implémentation de nouvelles normes comptables, nouvelles réglementations pour la Banque centrale européenne ou la Fed. Parce qu'il faut savoir que le bureau de Montréal de BNP, c'est un peu spécifique. C'est un bureau qui a beaucoup grandi ces dernières années. Donc, moi, quand j'ai été embauché en 2014, on était 450 et on est 1000 aujourd'hui, un peu plus de 1000. Et en fait, c'est dû au fait que le bureau de New York est en train d'exporter beaucoup de postes à Montréal parce que c'est beaucoup moins cher à Montréal. Donc, la banque veut réduire ses coûts. C'est proche géographiquement. On est à 600 km de New York et c'est sur le même fuseau horaire. Donc, et puis c'est sans doute un peu francophone et qu'il y a beaucoup d'expats à New York qui aiment bien parler français. Donc, pour toutes ces raisons, le bureau de Montréal grandit beaucoup et c'est un environnement assez dynamique avec beaucoup d'opportunités en interne. Voilà. Merci. Donc, voilà, je gère une équipe d'une dizaine de personnes qui réalisent des gestionnaires de projets qui réalisent des projets pour le compte du directeur financier. Ok. Stanislas, à toi? Oui, bonjour. Donc Stanislas, je suis entré à Centrale en 2014. J'y ai fait 2 ans et je suis parti à Montréal en 2016 pour un master à McGill en génie mécanique. J'ai fini ce master et j'ai enchaîné avec un doctorat. Donc j'y suis toujours après 3-4 ans maintenant. Donc c'est un doctorat toujours en génie mécanique dans le domaine des vibrations. Je travaille pour un projet avec une start-up locale. Pour ceux qui ne connaissent pas McGill, c'est une université anglophone, située au cœur de Montréal. Et en dehors de ça, je suis aussi référent pour Centrale Nantes à Montréal. Il y a un assez fort réseau intercentral, pas que Centrale Nantes, intercentral à Montréal, avec pas mal d'événements régulièrement. Ce sera tout pour moi. Guillaume. Eh bien, bonjour à tous et toutes. Moi, je m'appelle Guillaume, je suis de la promo 2012 à Centrale Nantes. À l'époque, j'avais fait l'option Océan. Je ne sais pas si ça existe encore ou si ça s'appelle encore comme ça. Puis, suite à ça, en fait, j'ai l'attrait de l'international depuis le début quasiment, parce que juste après mon diplôme, je suis parti vivre en Norvège pendant 6 ans, où je travaillais pour Technip. Et puis, en fait, en 2016, avec ma copine, on a décidé de partir vivre au Canada, à Montréal. Donc, le temps d'avoir les documents, les papiers, parce on va peut-être en parler dans le webinaire, mais le permis de travail est une question. Donc, le temps d'avoir notre PVT, il a fallu une petite année. Puis, on est parti donc en 2017 vivre à Montréal. Donc, ça va bientôt faire 3 ans que je suis ici. Et j'ai travaillé donc pour une petite start-up d'énergie marine renouvelable qui développait des hydroliennes. C'était une société américaine qui avait ouvert une filiale à Montréal avec juste 2 personnes, que j'en ai injecté une des 2. Puis en fait, je viens de quitter cet emploi à la fin de l'année dernière. Et là, je suis en train de changer aussi j'ai d'autres pistes dans le même secteur, mais beaucoup plus, disons, pas technologie, mais plus micro-réseau électrique et pour travailler dans les communautés arctiques ou dans les îles. Donc voilà. Donc et en tant que mon rôle, c'est gestionnaire de projet, puisque maintenant j'ai acquis une compétence d'installation, de management, d'équipe, et puis de processus de travail aussi pour en fait changer des entreprises qui sont des startups en mode un peu commercial. Ok. Donc voilà. Bah, merci beaucoup. Alors, on va rentrer un peu plus dans le concret. Puis, ce qui serait intéressant, je pense, pour nos participants, c'est que vous nous expliquiez justement comment vous y êtes pris pour décrocher votre premier emploi ou finalement partir faire vos études comme Stanislas à McGill. Donc, qui se lance? Allez, Emmanuel. Ok, donc moi je suis parti, en fait, en termes déjà administratifs, je suis parti en tant que résident permanent.
Donc, je ne suis pas parti en tant que PVT ou avec un emploi, avec un visa temporaire. J'ai fait les démarches depuis la France pour obtenir, je ne sais pas si c'est encore possible aujourd'hui, je pense, mais c'est assez long. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a pris 1 an et demi quand même. J'ai dû déposer ma requête au Québec, donc, parce qu'il faut d'abord obtenir le CSQ, le certificat de sélection du Québec. Donc ça, je pense que c'est toujours valable. J'ai déposé au juin 2010 et j'ai eu mon visa en mars 2012, pour vous donner une idée du délai. Mais ça, c'était il y a déjà 7 ans, donc je ne sais pas comment ça évolue aujourd'hui. Après ça, on a démissionné, ma femme et moi, de nos boulots respectifs. On est arrivé avec un container, voilà, ma fille, et on a cherché du boulot. Donc, comment trouver du boulot à Montréal? Moi, ça m'a pris. Je pense que déjà, il faut se mettre en tête que ça peut être un processus assez long, enfin d'une durée variable, dépendamment de ce qu'on veut faire, des idées qu'on a en tête de ce qu'on veut faire. Si on a des idées très précises, ça peut prendre très peu de temps. Moi, j'avais pas d'idées précises et ça m'a pris à peu près 2 ans. 2 ans, j'ai fait 3 emplois différents pendant 2 ans et donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter quand on fait une démarche comme ça d'expatriation ou d'émigration. C'est de passer du temps à chercher et d'accepter le fait de tâtonner finalement, parce qu'on arrive dans un pays différent, avec des règles différentes, un marché du travail différent, et donc ouais, il faut se laisser ce temps-là, je pense. Après, je dis pas que c'est une règle. Chacun a un parcours particulier, hein, mais en tout cas pour moi, ça m'a pris un certain temps. Et puis j'ai été embauché à la fois par le réseau finalement, donc ça c'est important, on en parlera peut-être de l'importance de développer un réseau, d'être à l'écoute finalement de son réseau local. Et puis en fait, BNP, c'était une combinaison de réseaux et d'applications en ligne. En fait, j'ai répondu à une annonce. Donc, ça arrive aussi. Des fois, on peut trouver un boulot juste en répondant à une annonce sur Internet. Emmanuel, juste une petite question. Alors, tu disais qu'effectivement, tu as eu 3 emplois. Ouais. J'imagine que ça a peut-être été le premier le plus difficile à trouver. Comment tu t'y es pris? Le premier emploi, j'ai décroché via le réseau, effectivement. Donc, c'est via... en fait, j'avais fait quand j'étais à Centrale, donc j'avais fait mon stage de fin d'études à l'Université de Montréal. Donc, j'avais déjà un micro-réseau quand je suis arrivé, en fait. Je connaissais déjà des gens. Et j'ai à la fois contacté ces personnes-là pour commencer à me mettre à l'écoute, pour savoir s'ils connaissaient des gens. Après, c'est par cascade qu'on arrive à trouver des contacts qui vont nous diriger vers des opportunités ou des entreprises dont on n'aurait pas forcément idée. Participer à des 5 à 7, c'est un peu l'institution. Donc, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés par des intergroupes, soit d'anciens, soit des chambres de commerce aussi. Il y a plusieurs chambres de commerce à Montréal qui organisent des événements comme ça, auxquels j'ai participé. J'ai tapé à la porte des anciens de Centrale, des anciens de l'ESSEC, des anciens même de Thunderbird, qui était une université américaine avec laquelle j'avais fait un échange dans le cadre de mon master à l'ESSEC. Donc tous les réseaux un petit peu auxquels j'avais trempé de près ou de loin. J'ai contacté les gens, donc pris l'annuaire, appelé le numéro. Donc, une démarche un peu systématique, quoi. Je pense qu'il faut essayer de faire feu de tout bois, quoi. Il faut contacter des gens, participer à des événements, regarder les annonces en ligne aussi, évidemment. Voilà. Et puis donc, concrètement, pour Deloitte, ça s'est passé comme ça. J'avais une connaissance qui m'a mis en contact avec un recruteur de Deloitte qui cherchait un emploi, qui cherchait un poste urgent d'ailleurs. Et donc, moi, j'ai trouvé en 3 mois quand je suis arrivé. Ce qui est vraiment bien, hein? Oui. Ce qui est un bon, un beau taux, ouais. Les autres, Stanislas? Alors, pour ma part, c'est bien différent, parce que je suis arrivé à Montréal sur un permis d'études. Donc en 2016, j'ai appliqué depuis Centrale. Ça a dû me prendre dans les 6 mois pour pouvoir l'obtenir. Alors, comment faire pour trouver un doctorat? Bon, c'est à peu près la même chose que pour un master.
C'est-à-dire qu'il faut contacter les profs. Pour contacter les profs, il faut soit oser et faut les connaître un peu, regarder un peu ce qu'ils font, tout ça. Mais ce qui aide pas mal, c'est aussi de contacter leurs propres étudiants. Et c'est là que le réseau va aider. Moi, je suis passé par des centraliens qui étaient déjà à McGill 4 ans, 4-5 ans. Ces centraliens connaissaient d'autres personnes qui m'ont permis d'avoir une idée des possibilités, des profs, de ce qui se faisait à McGill, dans mon domaine encore. Et ça m'a donné un tremplin pour pouvoir contacter des profs et faire aujourd'hui ce que je fais. Ok, Et pour le passage du master au doctorat, je suis resté dans le même groupe de recherche, donc je peux aller chercher très bien. d'accord. Et donc, en termes de permis, ça s'est fait naturellement. Oui. Ok, Il y a d'abord le CAQ québécois c'était par le Québec, et après le permis d'études canadien. ok. Et toi, Stanislas, pour identifier justement des anciens élèves qui sont à McGill, comment tu t'y es pris? Je crois qu'à Centrale, j'avais récupéré la liste de tous ceux qui étaient en double diplôme à Montréal. Ok, J'avais contacté tout le monde. Mais aujourd'hui, à McGill, centralien de Nantes, il doit y en avoir 2, moi et un autre. bon, Il n'y a bah plus voilà. de double diplôme. Il y en a pas Donc, mal par heureusement contre qu'on t'a à invité. Il y en a pas mal là? Polytechnique. D'accord. Il y a Ok. beaucoup de Français centraliens. Merci, Stanislas. À toi, Guillaume. Ah ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, là, vous avez les trois là, différentes possibilités là, hein, parce que Emmanuel en RP tout de suite, Stanislas en permis d'études et moi en PVT, donc c'est vraiment les trois configurations. Je pense que le plus, si vous avez la démarche effectivement, de vouloir vraiment venir à Montréal, les deux démarches précédentes sont les meilleures. Le PVT étant la plus difficile, puisque c'est un tirage au sort et donc il faut déjà attendre de l'avoir et puis c'est juste valable 2 ans et ensuite vous êtes dans un enchaînement où vous devez enchaîner les permis de travail, enfin ça. Et puis aussi, il y a une pédagogie à s'y avoir avec les employeurs dans le sens où beaucoup de gens ne savent pas très bien ce que c'est. Et puis en plus, le nom trahit un peu le sujet parce que c'est permis vacances, travail. Donc les gens ils vont dire mais tu travailles ou tu es là pour les vacances? Donc il y a, ça ajoute une petite difficulté. Moi, quand je suis arrivé à Montréal, ça m'a pris bien plus de temps à trouver un travail. Ça m'a pris, je pense, 6 mois, 6 à 7 mois, venant d'un milieu très, disons, très petit, parce que je travaille dans l'installation sous-marine en Norvège. Je suis arrivé ici à Montréal dans un microcosme qui ne connaissait absolument pas. Donc, je parlais de mon expérience. Ils me font ah, c'est super bien, mais non. Je fais ok, mais vous savez, il y a des compétences qui sont transférables parce que bon, concrètement, enfin, on fait tous un peu le même métier. C'est juste après le sujet ou l'application change. Et puis, ça les intéressait, mais dans un, ils disent mais ouais, mais directement, t'es pas forcément, tu remplis pas forcément les cases, des choses comme ça. Donc, je dirais que le début est assez frustrant. Mais j'ai fini par décrocher parce qu'en fait, justement, je rencontrais beaucoup de gens autour d'un café. Comment tu t'y prenais, Guillaume, pour ça? Alors, en fait, je spottais un petit peu des sociétés qui m'intéressaient. Je regardais un petit peu sur LinkedIn les gens avec un poste, genre par exemple chargé de développement, euh, un peu plus technique que RH, par exemple, parce que les RH, concrètement, ils connaissent pas forcément en fait tous les besoins en amont d'une société. Je répondais quasiment à aucune offre parce qu'en fait, n'étant ni québécois, ayant aucune expérience québécoise et n'appartenant pas à l'ordre des ingénieurs du Québec, ça on pourra en reparler aussi, c'est important. J'avais Oui. concrètement aucune chance d'obtenir un emploi par candidature officielle. Donc la seule chance que j'avais, c'était en fait d'avoir un très bon feeling avec les gens et de leur expliquer que concrètement, je pouvais faire un peu n'importe quoi. Euh, parce que c'est ainsi la force des gens, justement, c'est ainsi la force des gens de Centrale et des grandes écoles françaises, c'est on s'adapte et concrètement, on sait quoi faire quand il s'agit de faire un travail. Ouais, mais justement, Guillaume, ça c'est une difficulté que j'ai eue, c'est que, et ça on peut peut-être en parler, c'est Ouais. qu'il y a les Québécois
connaissent absolument pas le système français. Ouais, Et absolument quand pareil. on leur dit qu'on vient d'une école d'ingénieurs généralistes, ils ouvrent des grands yeux et ils se disent mais c'est Ouais, quoi t'as fait quoi comme génie quoi? ouais, c'est Bah, ça, c'est j'ai fait vrai. un génie en rien. Ouais. Ça, c'est bien vrai. Et en fait, c'est vrai que bon, le concept c'est vrai on peut mettre un petit point là-dessus. Le concept des grandes écoles françaises, prépa, tout ça, où que vous ayez, où que vous allez dans le monde, tout le monde s'en fout et personne connaît. Moi, j'ai travaillé en Norvège avant. On me disait, vous êtes centre central, mais c'est quoi la différence entre ton collègue qui sort d'une petite école, enfin que nous on appelle une petite école. Ouais, une Donc, E3 quoi. voilà, donc là, il fallait expliquer tout ça. Mais concrètement, les gens, ça les intéresse pas vraiment de savoir. Mais la chance qu'on peut avoir, c'est que le mot central parle peut-être un peu plus comme Polytechnique, que d'autres petites écoles. C'est-à-dire qu'on va peut-être rencontrer des gens qui ont eu dans leur carrière affaire à des gens qui sont sortis de centrale. Et c'est par là que parfois ça peut aider, dans le sens où ils disent ah ça me dit quelque chose, c'est peut-être quelqu'un de bien, mais après ça ne C'est garantit là pas. où effectivement de jouer aussi sur la communauté de Français en arrivant, c'est important parce que du coup, il y a un niveau de connaissance déjà de l'école Ouais, c'est ça, forte, donc un impact aussi dans le réseautage qui est aussi un peu différent. c'est ça. Donc en fait effectivement moi j'ai cherché des gens comme ça vraiment un peu de manière aléatoire, mais ciblée dans plusieurs sociétés qui travaillent dans les énergies, dans ouais, les énergies, qu'elles soient renouvelables, non renouvelables, juste histoire de commencer à constituer un réseau. Et puis en fait, j'ai fini par trouver mon premier emploi parce que c'est quelqu'un qui est devenu un ami depuis m'a recommandé à quelqu'un qu'il avait rencontré parce qu'il cherchait justement quelqu'un d'opérationnel qui avait une expérience en milieu marin, en milieu de rivière. Et donc en fait, ce profil n'existant quasiment pas ici. Bah, la personne était, mais en fait, je suis tombé sur la perle rare avec vous. Je fais, bah, tant mieux. Et en fait, autour d'un café, et le recrutement s'est fait vraiment autour de 2 cafés, c'est-à-dire on a pris un café, on a discuté de qu'est-ce qu'il avait comme besoin, moi qu'est-ce que j'avais comme compétences. Et puis il m'a dit, bah voilà, c'est une petite start-up, tu seras le deuxième employé ici à Québec. Est-ce que ça t'intéresse comme sujet? Je fais, bah ouais, grave. Et puis on a commencé comme ça. Et donc après, suite à ça, j'ai pu rencontrer d'autres gens, constituer un plus gros réseau de sociétés dans l'énergie. Mais concrètement, c'est vraiment ça. C'est utiliser LinkedIn le plus possible Oui. et aller à des rencontres, des rencontres d'ateliers, ce qu'on appelle ici des 5 à 7. Les 5 à 7, c'est de 5 heures à 7 heures en fait. C'est des groupes Ce qui peut avoir une autre connotation en France, déjà. Exactement, c'est pour ça que je le précise. C'est pour ça que je le Ça indique précise. aussi que les gens sortent du boulot à 5 heures. C'est ça, Oui, ouais. c'est ça, Ou alors effectivement. 5 à 7 ou 6 à 8, enfin tout dépend justement des groupes, mais globalement, ça permet juste de savoir que pendant en fait 2 heures, vous pouvez rencontrer des gens. Et puis, faut être armé en fait en pédagogie, c'est-à-dire vraiment expliquer beaucoup d'où vous venez, quel est votre diplôme, qu'est-ce que vous avez fait comme activité, comme stage, et qu'est-ce que vous avez comme compétences. Parce qu'il y a vraiment une différence. Le Québec aime reconnaître ses propres élèves. Donc, si vous n'avez pas d'expérience québécoise, si vous n'avez pas de diplôme québécois, c'est comme si vous n'avez rien. Ah, Honnêtement, c'est bon de le dire, c'est vrai, c'est comme si vous effectivement. n'avez rien. Et c'est pour ça, c'est genre, je vous disais en début, c'est que si vous avez la vraie démarche de partir à Montréal ou au Québec, et que c'est quelque chose, c'est une ville qui vous attire depuis des années et des années, le meilleur moyen étant d'y finir ses études. Et après, vous avez un permis d'études post-diplôme qui s'octroie tout de suite. Vous avez tout de suite votre carnet d'adresse de travail. Et là, vous pouvez rouler très bien, quoi. Donc, c'est des notions aussi, c'est des petites notions, des petites barrières à prendre en compte qui sont aussi importantes à avoir. C'est hyper intéressant tout ce que vous dites. Ce que j'entends quand même, c'est la notion finalement de l'élément clé, ça va être le réseautage. Et le réseautage, enfin, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, en arrivant au Québec, c'était quelque chose que je n'avais pas forcément pratiqué en France et qui était assez difficile. Et ça l'est aussi pour beaucoup de personnes. De se dire, bah, finalement, comment on donne envie à une personne finalement de passer un peu de temps avec nous pour nous aider
potentiellement. Donc, j'aimerais ça, en fait, que vous nous disiez un peu comment vous y êtes pris pour contacter déjà une personne et lui donner envie de passer le temps d'un café avec vous. Et puis, comment vous avez aussi géré cette première rencontre pour qu'effectivement la personne ait envie finalement de vous aider dans votre démarche. Alors c'est vrai que c'est pas évident parce qu'en France, on n'a pas forcément cette culture du café en quelque sorte où on peut contacter les gens et les gens vous répondent avec gentillesse en disant bah oui, prenons une petite heure pour discuter par exemple de l'activité. Et puis même en fait, s'il n'y a pas d'offre, s'il n'y a pas de poste, bah, là, je trouve qu'une des différences justement majeures entre le Québec et la France, c'est que les gens vont quand même te répondre. Et puis, ils vont te dire quand même: «Ah bah, désolé, il y a peut-être pas de poste, mais on peut quand même en discuter et puis, en fonction de la discussion, je pourrais peut-être vous aider à trouver quelqu'un d'autre». Ouais, c'est Heu, ça. J'ajouterais, c'est ouais, tout à fait juste. Et même si c'est pas un entretien d'embauche, il faut pas confondre réseautage ouais, ouais, avec entretien d'embauche. Mm. Suivant l'impression qu'on donne et suivant la manière dont on va mener finalement cet entretien, la personne, on va laisser une impression à la personne qui va ensuite penser à nous ou nous référer, même c'est sans ça, ouais. forcément nous en faire part, à d'autres personnes après, quoi. C'est vraiment un effet domino, hein, donc faut pas le négliger, quoi. C'est un investissement, faut le voir comme un investissement en fait. Exactement, ouais, c'est Mais exactement. Et c'est puis il faut là où… pas Oui, pardon, Guillaume. bah, j'allais juste dire, il faut pas non plus parler que du travail. En fait, Ouais, heu, moi là justement, j'ai encore un café tout à l'heure là dans cet après-midi là et j'en ai eu encore 2 cette semaine. En gros, en fait, je parle, la discussion se fait d'abord en fait par, le feeling personnel. Moi je parle de voile, puis ça permet de créer des liens. Puis après Mm. en fait, une fois qu'on a du lien, on a un peu là on va dire: «Bah, en fait, tiens, tu travailles dans les énergies, moi aussi, comment, est-ce que toi c'est quoi tes activités en ce moment?» Et puis petit à petit en fait, il va dire: «Bah, là je travaille là-dessus, je travaille là-dessus». Mais c'est vrai qu'on est peut-être trop overbooké. «Ah bah, est-ce que tu chercherais de l'aide?» ou des choses comme ça. Et puis enfin, il faut y aller un peu de manière subtile et pas forcément frontale, genre, «Cherche un travail, Oui. est-ce que tu en as?» Voilà. Parce que là C'est effectivement quelque chose à éviter en fait, hein. Le réseautage, c'est avant tout rencontrer une personne, c'est ça. s'intéresser à l'autre. Et puis après, dans le contexte de la conversation, c'est effectivement rechercher des informations complémentaires sur justement l'activité du marché local qui vous intéresse. C'est s'intéresser aussi aux enjeux de l'entreprise. Et puis, non pas mettre une pression à l'autre Ouais, en se positionnant comme en quête d'un emploi, mais plus effectivement aller chercher des informations sur un contact complémentaire qui pourrait c'est être ça. intéressant, qui soit dans la cible. Donc, c'est vraiment un recueil d'informations, un peu dans le cadre d'une enquête métier. Et surtout, au-delà de ça, c'est vraiment de s'intéresser à l'autre. C'est que comme ça qu'on arrive à créer finalement du lien. Les personnes qui auront envie de vous aider sont les personnes avec qui vous aurez réussi à tisser finalement un lien qui va au-delà de justement aussi une enquête professionnelle. Donc, effectivement, comme tu disais, Guillaume, c'est aussi venir sur du personnel. Ce que je trouve intéressant aussi, puis qu'on n'a pas évoqué, c'est comment Guillaume, Emmanuel, puisque vous l'avez fait tous les deux, c'était quoi votre démarche? Donc, Emmanuel, je sais que tu l'as fait par téléphone, un peu à l'ancienne. en 2012. Guillaume, toi sur LinkedIn, Ouais. comment effectivement vous vous êtes introduit aux gens pour justement leur donner envie de s'asseoir autour d'une table avec vous? Bah, je vais dire, au final, en fait, quand j'écrivais mon message, je disais: «Bah, voilà, je viens d'arriver, au Québec, enfin à Montréal. Je connais pas grand monde et en fait, je cherche aussi à comprendre, j'ai ça comme background, comme diplôme. Puis je cherche un peu à comprendre quel est cette industrie, quel est ce milieu ici et quelles sont les activités par exemple, de telle société. Ça, pour rentrer un peu dans le précis. Et puis, je disais: «Bah, voilà, j'aimerais bien discuter avec vous, par téléphone, ou autour d'un café. Bah, vous pouvez me contacter à ce numéro-là». Et puis j'attendais. Puis en fait, j'envoyais, je sais pas, des dizaines, 50. Puis, sur les 50, il y en avait peut-être, 10 qui répondaient, mais, ça faisait déjà 10 cafés. Puis, Ben oui. et puis après 10 cafés, ça se transforme peut-être en 20 et puis ainsi de suite. Le tout, c'est déjà d'avoir une petite réponse et puis, après on gratte un peu là-dessus, puis on essaye de
pendant justement la rencontre, on va essayer de dire, bah, est-ce que toi, tu connais quelques petites personnes qui seront peut-être dans tel milieu ou dans tel milieu? Puis il va Mhm. chercher, il va revenir vers toi. Donc, j'allais vraiment sur le côté, j'essaye de comprendre quelle est la situation. J'essaye de comprendre quels sont un petit peu les acteurs dans tel milieu qui peut être intéressant à connaître. Mais c'est sûr que j'allais absolument pas frontalement en disant, voilà, je cherche un travail, aidez-moi. Ça, Mhm. c'est la dernière phrase à dire parce que c'est celle qui va vous éloigner de tout le monde, en fait. Bah oui, complètement. Et Entièrement d'accord. J'ajouterais moi que la manière dont je le faisais, c'était à peu près similaire. Je le tournais dans le sens de la personne que je voulais rencontrer. C'est plutôt, disons que je disais, voilà, j'ai vu votre parcours, vous travaillez dans telle boîte ou dans tel milieu, mettons je dis n'importe quoi, le milieu pharmaceutique, c'est un milieu qui m'intéresse et dans lequel j'aimerais évoluer. Et donc, j'ai vu votre post sur LinkedIn et votre parcours m'intéresse et j'aimerais en savoir plus sur ce secteur et sur votre poste. Est-ce qu'on peut se rencontrer pour en parler? C'était aussi une manière de ne pas tourner la discussion vers soi et de se dire et de se présenter comme bonjour, je cherche un emploi dans votre boîte. bah oui, complètement. Mais alors, si je synthétise un peu les éléments, globalement, ce qu'on vient de se dire, c'est que finalement, bah, répondre à des annonces, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, Ça dépend quand même, hein. Enfin, moi, ça se complète, mais le focus doit être quand même sur le développement de réseau. C'est-à-dire que tout à fait. c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit en fait de, oui, répondre à une annonce, mais globalement, ça ne sert pas à grand-chose de répondre à une annonce si vous n'êtes pas capable de le coupler avec une action complémentaire de réseautage. Effectivement, quand on arrive dans une nouvelle ville, on n'a aucune, on n'a pas de, enfin, le marché n'a pas connaissance finalement du type d'entreprise dans lequel vous avez pu travailler auparavant, peut-être même le titre professionnel que vous aviez dans vos anciennes fonctions n'est pas du tout en correspondance avec le titre existant sur le marché local. Donc, et vous n'avez pas d'expérience québécoise. Donc, effectivement, ce manque d'expérience fait que concrètement, on va prioriser bien évidemment les Québécois par rapport à vous. Donc, il va s'agir quand même d'avoir un focus important sur le réseautage. Le réseautage, c'est la clé. Ce réseautage-là, il faut aussi l'établir en fonction d'une stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas de partir dans tous les sens en disant bah, j'arrive finalement à l'inconnu, en pensant que c'est l'Eldorado, qu'on peut se tenter sur plein de choses différentes. Si vous voulez ne pas perdre trop de temps à trouver ce premier emploi, il va falloir effectivement avoir une cible qui soit concrète de secteur d'activité et potentiellement aussi de poste. Parce que du coup, ça va vous permettre d'identifier des entreprises sur LinkedIn qui travaillent dans ce secteur, d'identifier des décisionnaires potentiels d'embauche qui effectivement sont arrimés finalement avec votre cible métier et des potentiels prescripteurs. Et c'est vraiment en établissant une stratégie aussi que vous allez pouvoir être aussi davantage efficace. Quoi d'autre? Le Aussi, réseautage, effectivement, oui. un autre point que je voudrais juste aussi, dans les recherches de postes, parfois, il ne faut pas hésiter non plus à peut-être, disons, accepter un poste un petit peu inférieur, le temps de se mettre le pied à l'étrier. Oui. Puis ensuite, en fait, prouver sa valeur, prouver que vous avez toutes les compétences du travail que vous voulez en fait à la base. Puis dire, bah là, voilà, ça fait 1 an que je suis là, par exemple, et vous avez vu que je suis bon, enfin, je remplis tous les critères, quoi. Et puis là, d'un coup, en fait, le fait que vous ayez une expérience québécoise, Exactement. de nouveau, valide un peu votre background. C'est-à-dire, d'un coup, on va dire, ah, vous avez travaillé en fait avant? Bah oui. Et puis là, en fait, ça vous permet d'obtenir votre travail un peu, disons, rêvé en quelque sorte. Mais bon, c'est un mot que je mets en parenthèse. Mais voilà, il ne faut pas être non plus avoir peur de se dire, bon, bah, je prends un peu un pas pas forcément de recul, mais peut-être un pas de côté ou un peu en biais pour dire, bon, bah, je fais le dos rond pendant 1 an et puis après, ça me permet de rentrer dans le système, en fait. Parce que la difficulté, c'est justement de rentrer dans l'écosystème. Une fois que vous êtes dans l'écosystème, là, les portes s'ouvrent. Voilà. Emmanuel, c'est ce que tu as vécu aussi, Ouais, oui, alors j'ai 2 remarques. La première, effectivement, c'est que la marche la plus difficile, c'est la première expérience. Et donc, effectivement, une fois qu'on a une première expérience, c'est plus facile après de rebondir ailleurs
parce qu'on a finalement, c'est comme une validation aux yeux des recruteurs de notre valeur finalement sur le marché. Et l'autre point, c'est quand même, je mets un bémol sur le réseautage, enfin c'est très important, hein, bien sûr. L'aide qu'on a, c'est aujourd'hui, je trouve, et peut-être qui est différente d'il y a 10-20 ans, c'est qu'il y a quand même beaucoup de Français à Montréal, il faut quand même le savoir. Et il y a beaucoup de Français maintenant dans les grosses boîtes et au niveau des recruteurs aussi, hein, au niveau des RH. Oui. Donc je parle de CGI, KPMG, EY, BNP, pour ne pas la citer. Enfin, il y a quand même beaucoup de grosses boîtes aujourd'hui, Bombardier, où il y a beaucoup de Français. Et du coup, quand on arrive avec un CV français, il y a pas mal de gens autour du recruteur, même s'il n'est pas français, qui vont lui dire ah bah oui, ça c'est un profil intéressant pour telle ou telle raison. Donc, c'est pas non plus totalement l'inconnu dans certaines boîtes. Ça va dépendre des boîtes en fait dans lesquelles on postule, quoi. Oui, c'est vrai qu'après, il y a quand même des secteurs qui sont quand même en pointe et Québec sur aussi. lesquels la pénurie de main-d'œuvre est tellement forte, comme dans les nouvelles technologies. Donc, c'est certain qu'effectivement, dès lors où on arrive sur quelque chose qui est très niché, qui correspond à un besoin sur le marché, des informaticiens, par exemple, on en recrute à l'appel avant même qu'ils arrivent sur le territoire. Et à côté de ça, une personne qui va travailler en marketing, potentiellement, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, il y a quand même aussi cette distinction à apporter sur le type, de secteur. Honnêtement, j'allais dire que c'est plus facile d'immigrer à Montréal en travaillant dans le marketing qu'en étant ingénieur. Ah oui, tu trouves? Ah ouais. Je rencontre plein de gens ici qui travaillent que dans le marketing et qui trouvent en 2 semaines, 3 semaines. C'est vrai? Alors qu'ingénieur, justement, c'est plus délicat, je trouve. Alors, peut-être pas. Alors, peut-être plutôt en informatique, si tu veux, c'est différent. Ouais. C'est distinctif, effectivement, de l'ingénierie. Ce que vous avez dit, c'est hyper important, c'est qu'en fait, finalement, la première expérience, c'est celle-là qui est la plus difficile à trouver et que ça va nécessiter peut-être de votre part de revoir peut-être de faire un peu un step en arrière par rapport à votre expérience professionnelle. Moi, typiquement, ça a été aussi mon cas quand je suis arrivée à Montréal. J'ai accepté un poste que j'aurais jamais accepté en France à un salaire vraiment aussi bien diminué. Bon, après, je travaille en RH, donc c'est un peu différent. Mais en tous les cas, c'est l'approche qu'il faut aussi avoir, c'est d'être finalement, de tout faire pour rentrer quelque part un peu dans l'avion, faire ses preuves et puis après le détourner, cet avion. Donc voilà, mais effectivement, le recruteur québécois aura tendance à valoriser votre première expérience parce qu'il y a des différences de management, des différences culturelles. Donc finalement, cette capacité à adapter et travailler dans un contexte québécois amène forcément des interrogations. Et puis d'autre part, vous n'avez pas forcément de références marché. Les références au Québec sont très importantes aussi. On va s'en aller sur la deuxième, un autre élément, c'est finalement de se dire c'est quoi, quelles sont justement les différences culturelles au travail selon vous? Qui se lance là-dessus? Je vais commencer vite fait parce que ça va être assez court. J'ai 2 aspects dans mon travail au quotidien. C'est que d'une part, c'est une université, je suis vraiment un étudiant, je suis quelque chose entre un étudiant et un travail. Donc il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'horaire. Et d'autre part, je suis dans un milieu entièrement international. Il n'y a pas de Québécois à McGill, en tout cas en graduate studies. Donc c'est difficile de faire un jugement là-dessus. Mais c'est très diversifié. C'est très diversifié. D'accord. Guillaume ou Emmanuel? Allez, je commence. Effectivement, alors, peut-être le premier point, c'est même si vous êtes dans un milieu francophone, les Québécois ne sont pas français. C'est une des premières choses à savoir. C'est des Nord-Américains. Donc, vous rentrez dans cette culture-là. Donc, dans la société, ça va aussi se refléter. C'est-à-dire, vous allez parler la même langue, mais vous n'allez pas forcément parler le même langage. Les relations sont toujours très. On va essayer de les tourner de manière très positive. C'est-à-dire, elles vont toujours être. On va jamais trop vous faire remarquer devant tout le monde si vous avez fait de la merde, mais on va toujours vous dire ah c'est très bien ou on va peut-être améliorer ça, mais de manière positive. Donc
je dirais après, moi, je ne peux pas vraiment comparer par rapport à la France parce que j'ai finalement très peu travaillé en France. Mais disons, de ce que j'entends parmi mes amis qui viennent de France, dire que au travail, la culture est quand même plus positive, plus agréable, plus douce, en quelque sorte. Par contre, c'est sûr que comme c'est le modèle nord-américain, c'est un petit peu aussi hypocrite aussi, dans le sens où si vous ne faites pas votre travail, on va quand même bien vous saborder et puis on va vous dire aussi, en fait, dans 2 semaines, tu n'es plus là. Donc, c'est une psychologie à comprendre aussi, dans le sens où on est, on n'est pas forcément éduqué comme ça ou élevé comme ça, ou notre école ne nous forme pas forcément à ça. Après, c'est pas grave, mais je veux dire, quand on rentre il faut s'adapter à cette culture. C'est pas eux qui vont s'adapter à notre culture, c'est l'inverse, vu que c'est vous qui faites la démarche de migration. Donc, il faut pas être trop français, il faut pas être trop râleur en quelque sorte. Faut toujours essayer de tourner toujours les choses de manière positive et puis de voir en fait, dans l'ensemble, ça va toujours bien se passer, mais c'est sûr que il faut être prêt aussi à comprendre le système. Moi, j'ai quelques amis qui se sont fait, parce qu'elles étaient les dernières arrivées dans la société. La société a dit, ah là, on est un petit peu en situation de descente. Bon, faut qu'on licencie. Et dernier arrivé, première partie. Donc, même si c'était du bon travail ou pas, on va devoir se séparer de toi. Tu prends ton carton et puis demain, et puis ciao, quoi. Donc, c'est ça. Voilà, je dirais. Merci, Guillaume. Emmanuel? Ouais, moi je dirais que une des principales différences entre les deux cultures, c'est que les Québécois n'aiment pas la confrontation. Euh, toutes les situations où il va falloir s'opposer, dire non ou contredire quelque chose, les Québécois vont utiliser d'autres moyens que nous, les Français. Nous, on va dire non, quoi. Je suis pas d'accord, ou écoute, c'est pas ce que je t'ai demandé, ou enfin, on va être assez direct dans notre manière de s'exprimer, mais les Québécois vont être indirects. Ils vont utiliser d'autres moyens qu'il faut apprendre. Donc, ils vont dire ouais, c'est une bonne idée, mais je pourrais faire comme ça. Ils vont utiliser des périphrases ou ils vont donner l'impression que finalement ils sont relativement d'accord avec nous, alors qu'en fait ils sont pas du tout d'accord. Donc c'est assez troublant. Il y a une période d'adaptation parce qu'il faut apprendre à décrypter finalement ces signaux faibles qui nous envoient et qui nous disent non, en fait je suis pas d'accord, c'est complètement nul ce que tu me dis, ou je suis pas d'accord du tout. Alors que nous, on a l'impression que si on l'analyse au premier degré, que bah non, c'est bon finalement. Ouais, bon, il a une petite remarque, mais ça va quoi. Et donc ça peut donner lieu à des malentendus. Je suis tout à fait d'accord, ouais. C'est effectivement vrai. Donc il faut être vraiment attentif à ça au début, c'est un peu surprenant. Et dans le même ordre d'idée, alors c'est une différence culturelle aussi finalement, mais comme disait Guillaume, hein, c'est deux cultures différentes, c'est deux langues différentes aussi. Et quand on arrive avec notre vocabulaire français, alors moi je suis arrivé en plus avec mon vocabulaire corporate, si on peut dire, hein. J'avais mon vocabulaire parisien, voilà, de management, etc. Les Québécois, ils ne comprennent pas, hein. Ils n'utilisent pas du tout les mêmes expressions, ils n'utilisent pas les mêmes mots. Donc, il faut réapprendre à parler une autre langue, en fait. Ou en tout cas, s'adapter. Sans remettre en question la langue de l'autre. Ça, c'est aussi. Voilà, sans passer pour un Français. C'est ça. Alors, j'aimerais ça d'ailleurs que vous nous fassiez part, parce qu'il y a quand même ce que l'on dit beaucoup des Français, on nous appelle les maudits Français. Alors, qui veut bien se lancer sur l'explication de c'est quoi un maudit Français? Alors, je pense que historiquement, il y a eu une vague d'immigration, mais assez ancienne quand même maintenant, de Français qui ont été perçus comme assez arrogants. Mais je pense que c'était il y a 30-40 ans. Et ça a laissé des traces dans l'imaginaire collectif québécois. Et donc, il y a une image du Français hautain, distant, un peu le garçon de café parisien, quoi, qui prend de haut, qui a son vocabulaire. Je pense que aussi les Québécois ont un certain complexe d'infériorité, il faut dire les choses comme elles sont en termes d'expression orale, hein. C'est pas ils utilisent beaucoup de mots anglais. Souvent de France, on perçoit les Québécois comme étant les chantres de la défense du français, etc. Mais eux pas. Culturellement, ils ont intégré inconsciemment beaucoup d'expressions anglaises, beaucoup de tournures de phrases anglaises. Et quand ils font face à des gens qui parlent un français un peu plus châtié, on va dire, ça les gêne.
voilà. Et ils se sentent pas bien. Et on ne le fait pas consciemment d'ailleurs au début. Mais, et donc ça tient un peu de ça aussi, le maudit français. C'est quelqu'un qui va tiens, je vais t'apprendre à parler français, quoi. Ouais. Ou je vais t'apprendre. Et puis justement, culturellement, cette manière d'être un peu plus direct, d'être un peu plus. De ne pas prendre de précautions qu'on prendrait avec que les Québécois prennent entre eux pour se parler, peut être mal perçus dans la confrontation, justement. Oui, donc Donc, je pense que ça. c'est effectivement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est perçu quand même comme des gens qui sont relativement arrogants. On arrive avec, ce qu'ils disent souvent, c'est on arrive avec tous nos diplômes et on leur pique leur femme. Hein. Mais oui, effectivement, s'il y a un élément qui est aussi important et ça à intégrer dans un processus de recherche d'emploi, c'est justement d'aborder sa recherche d'emploi avec beaucoup d'humilité. Et ça va vraiment être un vecteur de réussite pour vous et d'avancer et peut-être un peu contrecarrer justement cette vision et ce qu'on attend du français. Autre point dont on n'a pas parlé, les Québécois n'ont pas forcément non plus la même appréciation, alors ça c'est pas culturel, c'est plus par rapport à la recherche d'emploi, du bilinguisme. Et ça, c'est un point important parce qu'en fait, quand on est bilingue à Montréal, globalement, on sait bien se débrouiller à l'oral, on est capable d'aller à une réunion, d'interagir, d'écrire un mail, mais ça ne veut pas dire qu'on est complètement, qu'on est proche de la langue maternelle comme ce à quoi on peut l'associer en France. Donc, c'est vrai que lorsque vous arrivez à Montréal dans une quête de recherche d'emploi, va vraiment falloir aussi ne pas minimiser votre niveau d'anglais parce que bon nombre de postes, le bilinguisme est exigé, alors que dans les faits, au final, il n'y aura peut-être que 10% du poste qui va se faire en anglais. Donc, il vaut mieux toujours finalement majorer un peu son niveau d'anglais. De toute façon, un test au téléphone se fera. Donc, cette validation va se faire et vous serez aussi à même de valider le pourcentage de responsabilité et d'action que vous aurez en anglais ou en français. Mais bien souvent, si l'annonce est en anglais, d'ailleurs, ça va être un bon indicateur de est-ce que l'environnement est complètement anglophone ou pas. Autre élément, il nous reste voilà, un petit minute. Donc, j'aimerais ça aussi que vous nous fassiez part des avantages et inconvénients de vivre à Montréal. Qui se lance sur ce point Stanislas, peut-être qu'on n'a pas encore entendu. Oui, volontiers. Montréal, je pense que culturellement, c'est un îlot en Amérique du Nord, comparé au reste de l'Amérique. Il y a un fort mélange de culture européenne et nord-américaine. Ce sont des Nord-Américains, oui, mais il y a quand même une influence latine. La vie culturelle est très forte ici, notamment les festivals, il y a beaucoup de théâtre, dans les deux langues, en français et en anglais. C'est une ville qui est très agréable à vivre. Une ville enfin, l'été et l'hiver sont très différents. L'été, c'est une ville de vélo, un peu comme une petite Amsterdam. L'hiver, les gens vivent à l'intérieur, mais c'est loin d'être insurmontable. C'est une ville très cosmopolite. Il y a des gens qui viennent de partout, pas forcément que des Québécois ou des Français. Énormément d'internationaux. Le coût de la vie est aussi relativement faible, moins comparé à Toronto en particulier. Et on est proche de la nature. Enfin, une fois qu'on a réussi à sortir de l'île, on est proche de la nature. Mm-hmm. Sinon, des points négatifs. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui te fait que tu restes, toi? Moi, c'est plus l'aspect culturel. Mais moi, j'ai pas été encore dans la démarche de chercher un emploi ici. Et c'est là que ça va jouer, parce que Toronto, il y a certainement un bassin d'emploi plus important qu'à Montréal. Du moins en ingénierie. Mais pour être franc, je vois pas beaucoup de défauts comparé aux autres villes canadiennes. Non. S'il y a une ville si c'est à refaire, je rechoisirais Montréal au Canada. Les autres? Emmanuel?
Alors, qu'est-ce que Ouais, tu non. aimes Qu'est-ce que tu aimes à Montréal? Qu'est-ce qui fait que Ben, tu restes? effectivement, je pense que Montréal, c'est une ville qui conjugue à la fois les avantages d'une grande ville, parce que ça reste quand même la plus grosse ville du Québec et la deuxième ville du Canada après Toronto. Donc, il y a quand même 4 millions d'habitants dans l'agglomération. Donc effectivement, il y a une offre culturelle importante, il y a beaucoup de festivals, des concerts. De ce côté-là, je trouve que c'est assez riche. Je dirais que c'est comparable à une ville comme Lyon, quoi. C'est pas Paris, c'est sûr, ou New York, hein, mais c'est quand même une ville intéressante à ce niveau-là. Et c'est une ville aussi très verte, même si alors, je trouve que même dans l'île de Montréal, hein, qui est très grande, il y a beaucoup de grands parcs. On peut facilement aller se promener ou faire du ski. Moi, je vais faire du ski sur Mont-Royal, du ski de fond. C'est à 5 minutes de chez moi, quoi. Voilà, donc, et effectivement, si je veux faire du ski de piste, c'est à 45 minutes. J'ai des stations de ski à 3/4 d'heure de route de ma porte, quoi. Donc, je mets mes skis sur le toit et 3/4 d'heure plus tard, je suis au pied des pistes. Donc, ça, en hiver, c'est sympa aussi. Bon, c'est pas les Alpes, mais c'est quand même sympa. Donc effectivement, cette proximité avec la nature. Moi, j'aime bien la proximité avec les États-Unis aussi. Donc, par mon travail, je suis amené à travailler là-bas, à New York notamment. On n'est pas loin de superbes régions que sont le Vermont et l'État de New York. On est à 60 km de la frontière. Donc ça, c'est un truc que j'aime beaucoup aussi. Et puis, ouais, c'est un cadre de vie, je dirais une qualité de vie qui est quand même sympathique. En venant de Paris, on est dans un environnement euh, vraiment, vraiment sympa. C'est une société très apaisée. Il y a peu de violence. Les livreurs de FedEx laissent leurs colis devant la porte toute la journée. Bon, alors, il commence à avoir des vols, mais culturellement, c'est quand même incroyable. Quand on arrive, on se dit, mais c'est fou, quoi. Les gens, les livreurs, laissent leurs colis devant la porte, quoi. Voilà, donc dans le métro, les gens, ils ont leur MacBook ouvert dans le métro, quoi. Ils travaillent dans le métro en heure de pointe, hein. Donc, c'est des choses, quand on arrive de Paris, c'est un peu le clash. Et ça va être dur de revenir en arrière. Je ne sais pas si je pourrais, moi. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est ça, en gros. Je sais pas si... Si, les inconvénients? Bah, c'est ça, j'en vois pas trop. L'éloignement familial, c'est sûr que quand on vient en France, c'est un budget. Surtout que moi, j'ai 3 enfants. Donc voilà, mais c'est le seul inconvénient que je trouve. C'est l'éloignement familial. Mais bon, après, ça devient plus un choix personnel. Guillaume, toi? Euh, je ne reviendrai pas sur les avantages. Je trouve que Stanislas et Emmanuel ont tout bien dit. Effectivement, c'est une ville apaisée où on se sent bien et les conditions de travail, de vie sont très, très bonnes. Au niveau des Ça, c'est un inconvénients, point sur lequel vous moi, je êtes dirais parvenus, les que horaires de peut-être travail. effectivement l'éloignement familial. Les horaires de travail, euh, Guillaume et Emmanuel, quand même, c'est un point important quand même à Montréal. Bah ouais, après, moi, étant travaillant dans une start-up avant, là, j'étais quasiment par moi-même en fait. Donc, je travaillais soit chez moi, soit au bureau. Mais au bureau, je partais à 4h30 et puis je rentrais chez moi parce que, enfin, c'est effectivement, en plus, comme on est tout seul, autant être chez soi, quoi. Mais sinon, de manière générale, effectivement, tout le monde s'arrête à peu près à 5h, 5h30. C'est ça. C'est, C'est 9 à 5 la règle. ouais, c'est ça. Il y a plus personne. L'heure de pointe au métro, c'est 5 heures, hein. Vraiment, Ouais, ouais, c'est par rapport à Paris où c'est plus 6-7 heures. ouais. Ça fait un clash aussi, quoi, au début. Ouais, c'est Et sûr que sur les vacances, parce que c'est vrai qu'on a tendance, on a tendance à penser que, alors attendez, on a tendance à penser qu'au Québec, c'est à l'américaine qu'il y a 2 semaines de vacances. Aujourd'hui, c'est quand même pas réellement le cas, hein, parce qu'on commence vraiment en bas de l'échelle. Mais moi, à titre personnel, j'ai toujours eu pratiquement 5 semaines de vacances. Et c'est vrai que ces horaires de travail, finalement, finir à 17 heures fait qu'on a vraiment la sensation d'avoir une deuxième vie après le boulot. Et donc, du coup, ces vacances-là, même si on n'en a que 5, sont vécues avec un peu moins de pression tout au long de l'année, en fait. Je ne sais pas si c'était votre sensation aussi, mais oui, non, c'est sûr. De toute façon, en termes de day-to-day, comme vous finissez plus tôt, vous avez l'occasion de profiter de votre journée en fait, et de faire autre chose. Alors que si vous rentrez à 19h, à 19h30,
bah, vous êtes un peu cassé. Donc non, ça c'est sûr. Moi, j'ai pas eu que 5 semaines, j'en avais 4. Je trouve ça très peu. Mais bon, après, parce que je venais d'un monde où j'avais jusqu'à parfois 3 mois de vacances. Donc forcément, passer à 4 semaines, je l'avais dur. Mais puis honnêtement, je trouve que même 5, c'est pas assez. Mais après, ça, c'est un choix de vie personnel. Mais globalement, mais après, ce qui fait que comme vous n'avez pas forcément beaucoup de vacances, bah, vous avez envie d'en profiter. Et on rejoint un défaut de Montréal, c'est comme que, enfin, et du Québec, disons, dans sa globalité, c'est que c'est assez enclavé, dans le sens où finalement, si vous avez envie de partir, il faut prendre tout de suite l'avion et prendre l'avion à plusieurs heures, quoi. Donc, sauf si vous avez juste envie d'aller visiter New York ou Boston, mais bon, enfin, vous y allez peut-être une ou deux fois, mais bon, vous n'allez pas forcément tous les week-ends. Et puis, et donc voilà. Donc ça, c'est peut-être un des défauts, je dirais, c'est que bah, une fois que vous êtes là, vous êtes ici, quoi. Ouais, ça peut être perçu à la longue comme une. Je suis Ouais. d'accord. Hein, c'est pas un enclavement, mais il y a beaucoup moins de diversité de paysages par Ouais, rapport à l'Europe. c'est ça. Donc, si on veut changer de paysage, il faut faire 1000 km, quoi. Ouais. Donc, on peut ça. Et encore, si on va en Gaspésie, c'est des rochers, des lacs et des montagnes, des forêts pendant 1000 bornes. Donc, donc C'est vrai que ça, sur la c'est une durée, grande différence. sur la durée, ça peut peser. On en C'est parlait hier ça. avec Donc Guillaume. moi, je dirais que c'est vraiment le gros inconvénient d'ici, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, en fait, on a fait un peu le tour. Enfin, on a le sentiment d'avoir fait le tour, alors que c'est pas vrai, mais on a le sentiment d'avoir fait le tour. Et on dit là, mais waouh, c'est bon, j'en ai marre des forêts et des lacs, j'en ai marre, quoi. Et autant, j'ai envie de voir autre chose, quoi. Voilà. On n'a pas parlé des températures, c'est quand même un point important. Donc, il faut quand même s'attendre à, on va dire, un plus 40 potentiel d'été, ce qui fait très chaud et assez humide. Et des pics, on va dire, à moins 35, moins 40 l'hiver, mais c'est aussi assez ponctuel et occasionnel. La norme, on est plutôt dans les moins 15, moins 20. Mais pour le coup, ce que je dis beaucoup depuis que je suis revenue en France, en fait, moi, j'ai redécouvert les pulls depuis que je suis en France. Parce qu'au Québec, finalement, on est bien équipé, on a les bons manteaux, on a les bonnes chaussures et en fait, on a moins froid, c'est moins humide. Ouais, Il fait sec, ouais, ouais, c'est ça, c'est un froid Voilà, sec, ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable. Et puis voilà. en fait, même le moins 20, honnêtement, moi, c'est mon troisième hiver, je le vois pas beaucoup, quoi. Là, cette année, il faisait plus moins 10, Ah oui. avec des petites pics à moins 20, mais pas beaucoup plus. Et puis ouais, avec les tempêtes de neige, faut juste mettre un bon manteau, et puis ça, voilà, c'est bon. Et on est Et il y parti. a beaucoup C'est de assez soleil rare les jours où c'est aussi. désagréable. Hein. Ouais, Il y a ouais, beaucoup de soleil l'hiver et ça, c'est un point qui est quand même hyper appréciable par rapport à certaines villes françaises. ouais. Pour le Ouais, moral. tout à fait. Ouais, ouais, Mm. tout à fait. Bah, l'hiver, en fait, je trouve qu'en fait, ici, on fait tout un plat un peu de l'hiver, mais finalement, en fait, on a deux saisons très marquées qui sont l'été et l'hiver, et ça permet de profiter des deux à fond. Puis en fait, à chaque hiver, vous vous dites, ah, j'ai hâte d'être. Vous avez un peu oublié comment était l'été d'avant, donc vous êtes super content de retrouver l'été. Puis à la fin de l'été, vous avez un peu oublié comment était l'hiver, vous êtes super content de retrouver l'hiver. Donc C'est vrai. c'est pas parfois la grisaille constante parisienne. Parce que moi, je viens de Paris, j'ai vécu, voilà. Et globalement, tout est gris entre les trottoirs, les murs et les toits et le ciel. Mm. Là, vous vivez la vie en couleur. Est-ce que l'un des participants, là, avant qu'on finisse, a une question? On peut se donner un petit 2 minutes, puis après, on va se quitter. J'ai vu une question sur les horaires, notamment. Oui, bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Oui, tout à fait, on t'entend. Enchantée. Alors, je vais me présenter, je m'appelle Lucie. Alors, moi, je ne viens pas du tout de l'école centrale de Nantes. En fait, c'est un collègue de travail qui m'a parlé de ce webinaire parce que je suis consultante chez Stelia Aerospace. Dans le cadre de projets, on travaille avec l'école centrale de Nantes. D'accord. Voilà, c'est un Vous peu avez bien grippé. enchanté. Enchantée. Il se trouve que je pars vivre à Montréal, moi, à la fin du mois de mars. C'est pour ça que je me suis inscrite. Et oui, moi, c'était une petite question au niveau des horaires de travail. Parce que j'avais compris que tout le monde terminait à peu près vers 17h. Mais le matin, vous arrivez à quelle heure? 8h30 à peu près. Hein, 8h30. 9h. 9h. Ouais. Et moi, j'avais une question entre midi et 2 aussi, la pause de midi. Il n'y a pas de pause. Ça, c'est très Voilà. différent. Ah ouais, non, on n'a pas parlé. C'est une différence culturelle aussi. Ils n'ont Oui. pas la culture de la bouffe là-bas. Hein. Donc, la cantine, c'est un Ça n'existe monde. pas.
n'existe quasiment pas. Il y a quelques boîtes qui ont des cantines, mais c'est quand même une exception, alors que c'est plutôt la règle en France. Et il n'y a pas cette culture, en tout cas en France c'est très prégnant, à midi on s'arrête, on prend le temps de manger, on descend en équipe, voilà, typiquement à la cantine ou au resto. Ici c'est plus chacun va dans son petit coin, prend sa boîte à lunch, réchauffe un petit truc au micro-ondes et le mange plus ou moins rapidement, soit seul, soit dans son ordi. C'est un peu plus tristounet. Il y a Mais, beaucoup de réseautage sinon, pour le coup, qui se fait essentiellement le midi aussi. Ouais, c'est-à-dire que personne, par exemple, pratique une activité physique, faire une petite course entre midi et deux Si, aussi. si, c'est 1 heure de pause à peu près, généralement. Mais les gens, ils apportent leur lunch et en fait, ils sont plutôt dans une culture de se dire, OK, si je travaille, je vais pouvoir partir plus tôt. Et là-dessus, il y a aussi quand même beaucoup de flexibilité. Il y a une grande évolution aussi au niveau du télétravail à Montréal. Ils sont plus avancés que nous. Ça, c'est cool. Beaucoup plus. Donc, ça, pour le coup, moi, je sais que les grandes structures sont quand même pas mal avancées à ce BNP, niveau-là. par exemple, la politique, c'est 1 jour par semaine de travail à la maison pour les employés. Ça appréciable. En fait, Lucie, ce qu'il faut voir, c'est effectivement, en France, tu as peut-être le temps de faire du sport dans ta journée, mais parce qu'en gros, tu as déjà accepté que tu allais finir à 19h, voire plus tard. Alors qu'en fait, ici, le concept, c'est que tu fais ta journée de taf, tu vas essayer de la faire le plus vite possible, enfin faire tes 8 heures, puis après, en fait, profiter de ta vie. Donc, en fait, tu vas partir à 5h, mais tu auras le temps d'aller faire ton sport, en fait. C'est juste moi, je préfère vraiment ce concept-là. Et puis, en Norvège, c'était pareil. Je préfère en fait tout compacter le plus vite possible. Puis à 4h30, en fait, c'est bon, j'ai fait mes 8 heures, j'ai fait mon taf. Puis maintenant, c'est à moi, mon après-midi, en disant, et puis ma soirée, puis je fais ce que je veux. Alors que finalement, en France, tu vas te dire, attends, j'ai juste une petite heure de pause ou 2 heures de pause, machin, donc tu vas essayer de te dépêcher. Et puis finalement, tu vas accepter que tu vas rentrer tard du travail. Honnêtement, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est l'habitude d'apprendre effectivement peut-être de faire son lunch le soir et de se dire, demain midi, il faut que je me prépare un truc à manger, et ainsi de suite. Mais une fois que tu es rentré dans cette routine-là, c'est très agréable en fait, parce que tu vas te dire, mais en fait, à 5h30, moi, je suis peut-être chez moi, quoi. Et puis, ou chez toi, enfin, peu importe. Mais tu vas te dire, je peux faire ce que j'ai envie de planifier, tu vois. Donc, aller boire des coups, faire du sport, je sais pas. Enfin, voilà. Et à la limite, c'est vrai que les personnes qui restent trop tard, on va commencer à s'interroger d'un point de vue managérial. On va leur dire, est-ce que vous sur leur organisation, leur efficacité, leur charge mentale. Donc, on va plutôt effectivement avoir cette interprétation inverse à la France où la culture et la présence au travail est quand même très forte et très archaïque à ce niveau-là. Une autre question, peut-être, sinon on va laisser tout le monde repartir à ses activités, puisqu'il est quand même… donc, nos animateurs se sont levés pour être avec vous aujourd'hui à 7h. Enfin, ils se sont levés certainement plus tôt, mais ils sont aujourd'hui à 7h. Donc, ils vont commencer leur journée de travail. Emmanuel va certainement amener ses 3 enfants à l'école avant même non, l'école est fermée. Ah oui, c'est vrai. Je crois que c'est en tempête de neige, là, non? C'est ça. Voilà. Et puis, a priori, il n'y a pas de questions. Si, bonjour. Excusez-moi, j'interviens un peu plus tard, mais j'ai une petite question, moi. Et tout d'abord, merci pour votre retour d'expérience. À tous, c'était vraiment très intéressant. Vous avez juste commencé à aborder un moment l'ordre des ingénieurs. Et moi, j'aurais été intéressé d'avoir votre retour sur ce point de vue-là. Et notamment, j'ai une petite question à Stanislas. Moi, je vais finir mon doctorat dans quelques mois, là, dans 2 mois, normalement. Et je me demandais si je pouvais, est-ce que j'ai besoin de m'inscrire à l'ordre des ingénieurs pour pouvoir passer, pour travailler au Canada ou au Québec? La réponse, alors, encore une fois, j'en ai pas l'expérience, mais j'ai des retours. On n'a pas spécialement besoin d'être inscrit à l'ordre pour pouvoir travailler comme ingénieur. C'est juste que tu n'auras pas à signer des papiers, tu ne pourras pas avoir de responsabilité officielle. Donc, ce n'est pas a priori de première importance au début. Pour évoluer, ça en aura une plus grande. Et de toute façon, pour devenir un ingénieur de l'ordre, il faut une période de 3 ans d'être ingénieur junior pendant 3 ans, sous la responsabilité d'un ingénieur senior, pour pouvoir devenir ingénieur soi-même.
D'accord. C'est pas un a priori. Enfin, c'est pas un prérequis. Moi, je rajouterais, effectivement, c'est pas essentiel. Maintenant, en fait, quand tu, il y a beaucoup, tu vas avoir des offres d'emploi où ça va être marqué être membre de l'ordre des ingénieurs. Et quand tu vas t'inscrire, parce qu'en fait, tu peux t'inscrire, tu peux faire reconnaître ton diplôme. Il y a pas, il y a, en soi, c'est juste une démarche administrative qui prend du temps, mais qui se fait, puis qui coûte un certain prix. Puis ensuite, en fait, quand tu vas être inscrit, comme le dit Stanislas, tu vas être ingénieur junior. Et là, il faut que tu sois sous la supervision pendant 3 ans ou seulement 12 mois en fonction de ton C'est pas un an, expérience. ouais. Ou en fonction de ton expérience. D'accord. Euh, sous la direction, donc sous la supervision d'un ingénieur titulaire. Puis en fait, au bout de ça, tu as un examen qui est de l'ordre éthique. Donc, c'est pas du tout technique ou quoi, c'est juste un peu genre le bien-être au travail, enfin pas le bien-être, mais disons les règles lois au travail. Norme Et du puis, travail. c'est ça, l'ordre du travail. Et puis ensuite, une fois que tu as ça, bah là, après, tu es ingénieur titulaire. Ici, le concept de l'ordre, en fait, c'est pas du tout pour réglementer tes capacités techniques, c'est pour réglementer tes capacités, disons, réglementaires. C'est-à-dire que, en fait, ici, ils voient l'ordre comme quelqu'un capable de signer des papiers, des dessins techniques, par exemple. Donc, c'est-à-dire que tu vas mettre ton sceau, et si, par exemple, il y a un défaut de construction 5 ans plus tard, on va revenir vers ça. On va dire qui a été l'ingénieur qui a signé les documents. Et puis, ta responsabilité, en fait, du coup, individuelle n'est pas engagée parce que tu appartiens à l'ordre. Donc là, en fait, ça va être l'ordre qui va t'aider, en fait, dans ce combat. Si, par exemple, tu étais ingénieur, tu avais fait tes documents non signés par l'ordre ou quoi, là, ta responsabilité individuelle pourrait être engagée en cas de défaut. Donc, c'est ça, en fait, ce concept d'ordre. En soi, ça ne t'aide pas du tout pour un travail, ça t'aide juste à assumer des responsabilités dans un travail. D'accord, merci. Et donc, par conséquent, est-ce que vous êtes, quand vous êtes, enfin, toi, Guillaume, quand tu es arrivé, est-ce que tu t'es Alors, inscrit? ouais. Alors, en fait, ici, déjà, donc, comme je te dis, c'est un aspect réglementaire. Donc, ils ont l'ordre des ingénieurs, en fait, surtout mécanique, électrique, des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé avec leur en disant, ben, en fait, moi, je suis pas vraiment, enfin, comme en plus, on est centralais, on n'a pas trop de titres comme ça, là, on n'est pas trop spécialisé, on est ingénieur généraliste. C'est difficile de se mettre dans des cases. Et puis, moi, mon expérience et mon background n'est pas du tout ni mécanique, comme on l'entend, ni électrique. Donc, je ne savais pas trop où me mettre. Et puis, mais je l'ai quand même fait parce qu'en fait, je me suis dit, ça peut m'ouvrir un certain réseau aussi, encore une fois, parce qu'une fois que tu es inscrit, bah, tu t'es appelé à participer à des événements, des 5 à 7, des 6 à 8, donc ça permet de rencontrer des gens. Mais en fait, moi, donc j'étais inscrit, j'étais ingénieur junior, mais quand je travaillais dans une société où on était 2 employés, où mon chef n'était pas ingénieur, donc je ne pouvais pas être supervisé. Donc en gros, c'est-à-dire que je commençais à payer l'ordre chaque année en mode pour rien en fait, parce que je pouvais pas accéder à l'étape suivante. Donc en fait, j'ai arrêté. Donc j'ai quitté l'ordre au bout d'un an parce que en fait, ça ne m'apportait rien dans mon travail et que moi, j'avais pas besoin de signer de papier, de documents euh, en termes de dessin, des choses comme ça. Donc en soi, ça dépend vraiment dans quel domaine tu travailles et où est-ce que ça peut t'amener, quoi. C'est juste ça. Donc, Ouais, je pense que c'est plus un truc à voir dans un deuxième temps, hein. Comme tu disais au ouais, début, je pense que ce qui est important au début, c'est d'être administrativement, avoir un permis de travail et Oui. travailler. Et ensuite, effectivement, en termes d'évolution, en fonction des entreprises qu'on vise et des secteurs d'activité, ça va être plus ou moins important d'être dans l'ordre. c'est ça, exactement. Après, Ok. les ordres professionnels sont quand même, culturellement, c'est quand même très imprégné Oui, à Montréal. il y a un ordre pour tout. Il y a un ordre pour tout. Il faut quand même avoir aussi en tête que lorsqu'on arrive en tant qu'immigré, on se doit de rassurer aussi notre employeur ou notre futur employeur. Donc, c'est certain que plus finalement on se met à jour sur les critères requis dans les fiches d'emploi et les annonces, plus ça sera facilitant aussi pour trouver un emploi. Mais ça reste toujours au regard de quelle est votre cible. Est-ce qu'effectivement, comme disait Guillaume ou Emmanuel, vous avez pour objectif de travailler, je ne sais pas moi, dans le génie civil, auquel cas, bien évidemment, c'est quelque chose qu'il va falloir que vous enclenchiez très rapidement, parce que ça sera quelque chose qui, en plus de votre statut d'immigrant, va vraiment complexifier votre recherche d'emploi. Vous voulez travailler dans la finance, on s'entend que ça ne va pas être un prérequis.
Donc, C'est ça. on est vraiment, c'est là-dessus où vous devez aussi vous aligner avec votre parcours et votre cible. Et si je peux, pour finir juste sur cette question, moi, en fait, j'ai passé l'ordre dans le sens où maintenant, je suis devenu chef de projet, directeur de projet, en fait, qui fait que j'ai plus besoin d'être à l'ordre. Dans le sens où, c'est pas, pour moi, ce sera plus un prérequis dans mon travail. Oui, c'est ça. Et puis même en tant que directeur de projet, etc., c'est ça, à Montréal est très férieux aussi, les employeurs de certification. Donc, si vous êtes dans ce cadre-là, il faut tendre vers le PMP, Project Manager Program, où il y a effectivement une certification. Donc, si vous allez vers ça, c'est important. Je pense qu'on a fait le tour. On va laisser Merci en tout cas. nos animateurs repartir. Je vous remercie à vous tous d'être restés jusqu'à la fin. Ce webinaire va être rediffusé aussi puisqu'il est enregistré et sera rediffusé sur la chaîne centrale Nantes. Voilà. Donc, merci à vous tous. Et Merci puis, tout le monde. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.